demain, ils pourront très bien renseigner des choses qui sont dedans, dans quelle ville ça se passe, dans quel restaurant ça se passe, quelle voiture il a, et ainsi de suite. Et ils le feront d'autant plus qu'on peut clairement imaginer un modèle économique derrière. Comme je vous le disais, on est ici dans la logique de l'apporteur d'affaires, en fait. C'est ce qu'on a sur le... je ne sais pas si tout le monde est clair là-dessus, mais bon, voilà, c'est jamais que l'image du blog de littérature appliquée à l'audiovisuel. Si je fais un bel article sur un bouquin et que je mets un bouquin sur un petit bouton Amazon sur mon blog, acheter le bouquin, quand quelqu'un l'achète sur Amazon, moi je prends ma commission. Et ben là c'est pareil. Sauf que c'est sur des contenus, des contenus audiovisuels et qu'on est uniquement dans le cas où on est sur la pub. On peut imaginer vraiment plein d'autres interactions. Et on peut aussi imaginer, donc là je parlais essentiellement on va dire de gains de chiffre d'affaires, dégager du chiffre d'affaires de façon un petit peu opportuniste sur des contenus. Mais on peut imaginer d'autres choses, un peu plus vertueuses peut-être. Par exemple, faire un appel à contribution via un contenu. Collecter des informations, on peut imaginer par exemple des choses autour de la recherche, où à travers ce bookmark-là, on sait que la personne est en train de regarder tel contenu, on sait qu'il est équipé de telle façon, on sait qu'il est géolocalisé à tel endroit. On peut lui demander par exemple de faire un prélèvement, j'en sais rien, sur la pollution, le temps qu'il fait, prendre une photo, ainsi de suite. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Et donc là, on serait plus vraiment sur on va dire un gain de chiffre d'affaires, mais une diminution de coût, puisque faire un appel à la contribution, on va dire, en termes d'usage, faire une action, enrichir des données, c'est finalement, si je le fais faire par d'autres, c'est de l'argent que je n'ai pas à sortir, et donc ça crée de nouvelles possibilités. Donc voilà un petit peu pour la chaîne de valeur. Donc clairement, ce qu'il faut retenir, c'est que les acteurs de l'audiovisuel seront plus du tout au centre de cette chose, et que ça va être l'enjeu va se porter vraiment autour de ce qu'on appelait la troisième forme d'agrégation, avec ses albums et ses bookmarks, ça fait rentrer très clairement au sein de cette chaîne de valeur l'e-commerce. Alors c'est pas les plus drôles, mais c'est clairement les plus agiles là-dessus, et donc il faudra compter avec eux. Et ça pose aussi la question l'arrivée d'autres acteurs liés à la publicité, qui vont forcément rentrer en collision avec les régies publicitaires des autres acteurs. Et c'est très difficile d'aller contre, parce que jusqu'à présent sur les téléconnectés, voilà, on disait non, c'est mon flux, tu passes pas dessus. Au mieux, tu réduis mon flux, tu mets des bandes publicitaires en dessous, mais les chaînes refusaient complètement qu'on mette un contenu en surimpression de leur chaîne. Mais là, puisqu'on est sur du multi-écran, la chaîne ne peut pas interdire que je regarde ma tablette en même temps que je regarde le film. Elle peut pas. Et si elle bloque complètement, c'est-à-dire que si elle n'enrichit pas un minimum en métadonnées ces contenus pour elle aussi, on va dire, créer de l'interaction et peut-être des revenus, ce sera d'autres qui le feront. Et donc du coup, ce sera une manne d'argent qui lui échappera. Voilà un petit peu pour tous ces points. Et alors le dernier point que je disais, vraiment, au niveau de la publicité, ça crée aussi une énorme différence, c'est que la publicité sur le web, elle est ciblée. Alors on aura peut-être un jour de la publicité ciblée sur l'écran de télévision, c'est techniquement possible, mais on n'y est pas encore. Là, ça va la créer tout de suite, quoi. Si je sais que sur ma tablette que je suis en train de regarder telle émission, on peut vraiment me cibler beaucoup plus clairement en tant que prospect, et donc de faire une pub beaucoup plus ciblée. Ce qui fait que du coup, le champ des possibles, tout le développement de toute façon de la consommation de contenu sur multi-écran va clairement ponctionner, on va dire, des revenus publicitaires sur les acteurs traditionnels et les régies publicitaires des chaînes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions avant que je conclue. Oui, je conclue. Donc, les enseignements vraiment sur ce point-là, c'est que la numérisation de l'audiovisuel et les interactions rendues possibles vont vraiment
faire rentrer la chaîne de valeur de l'audiovisuel dans la chaîne de valeur du web, en fait, et pas l'inverse. Et on pense vraiment que cette nouvelle chaîne de valeur va permettre, on va dire, à des producteurs de multiplier leurs sources de financement de leur contenu, et donc potentiellement de créer de nouveaux contenus viables, que ce soit des contenus liés au service du quotidien ou à des choses comme l'éducation ou la recherche, puisque on rendra ça possible soit par de nouveaux financements, soit par une réduction des coûts de production et des coûts d'acquisition de données. Voilà. Merci Gabriel, un café pour tout. Vous avez vraiment pas de questions là-dessus? Tout était clair? Non? Pas de questions? Bon, tu les as assommés, Gabriel. Puis tu les as mis dans un petit coin là-haut, tout orange. Alors... On va passer donc aux études de cas. Oui, alors avant de passer directement aux études de cas, donc, je me présente, donc, je suis Jérémy Pouillou, producteur à la Générale de Production, et donc on s'intéresse depuis très longtemps à ces écritures transmédia, second screen et autres. Et j'ai fondé il y a quelques temps une association qui s'appelle Transmedia Immersive University, donc, qui est partenaire aujourd'hui du pôle Média Grand Paris. L'association Transmedia Immersive University, elle avait pour vocation, et elle a toujours pour vocation, de faire en sorte que ces écritures soient mieux comprises par les publics, mais aussi par les diffuseurs potentiels. À l'époque, ça remontait à 2010, les diffuseurs, bon, nous on avait commencé en 2002 à essayer de faire en sorte que les diffuseurs s'intéressent un peu à ces écritures. Michel Riac chez Arte portait un peu un flambeau aussi de pionnier. Mais c'est vrai que les choses évoluaient un peu doucement, donc on a monté cette association pour faire en sorte que les diffuseurs mutent un peu culturellement, et puis ça s'est fait... Enfin, on n'a pas été les seuls d'une certaine manière à accompagner ce mouvement, mais c'est vrai que les chaînes, depuis 2 ans, ont fait beaucoup de chemin. Voilà pour la petite histoire, et donc on organise un événement qui s'appelle I Love Transmedia, donc je vous invite à suivre un peu sur les réseaux pour que vous soyez informés. Alors moi je vais vous présenter, donc on va vous présenter successivement 4 études de cas. La première, c'est une petite étude de cas d'une web-fiction interactive qui s'appelle Emily, qui a été produite au Canada, qui est en accompagnement d'un long métrage Sale, qui sort le 19 avril, donc très prochainement au Canada. La deuxième, ce sera The Spiral, qui avait été diffusée par Arte, qui sera présentée par Oriane. La troisième, je crois, c'est Claire Le Proust, qui présentera tout ce qu'ils ont fait autour de Braco pour Canal. Et la quatrième, c'est Michel qui présentera Cinema City, qui vous présentera Cinema City. Donc je commence par Émilie. Un aperçu quelque part. Alors, Émilie, vous pouvez noter l'adresse web, parce que comme c'est quand même une fiction interactive, on n'aura pas le temps de jouer l'interaction là sur place, donc je vous suggère de la noter et de la pratiquer, parce qu'elle est assez intéressante. Alors c'est assez, comment dire, à la fois classique du point de vue de l'interactive movie, et en même temps intéressant du point de vue des technologies utilisées, donc on va y revenir. Et en tout cas, je vous incite vivement à aller expérimenter le programme. Donc, c'est pas compliqué, c'est emily.radio-canada.ca. Alors, le pitch, je vais vous lancer une petite vidéo de présentation parce que c'est toujours plus simple qu'un long discours, comme on dit. Donc le pitch, très rapidement, c'est une comédie transmédia romantique. Donc la veille de son mariage avec Bruno, qui est un jeune garçon tout à fait charmant, et dont elle est censée être complètement amoureuse, mais il se trouve qu'elle croise sur sa route 3 vieilles connaissances, dont des ex, et du coup ça va un peu perturber sa soirée, et remettre en question peut-être le mariage. Donc ça c'est le pitch de la série et du film. Donc dans la série on est plutôt sur la partie rencontre avec les anciennes connaissances d'Émilie,
Alors que dans le film qui sort en salle, on sera sur la tentative de Bruno, donc son mari potentiel, de la reconquérir malgré ses prétendants revenus du passé. Alors, je vais peut-être montrer d'abord, avant de continuer, comme ça. Elle est où? Ouais. Parfait. Bon, entre vous et moi, là, combien de films vous avez vu? 1000, 2000, 3000 là, à l'arrière? Hein? Mais une fiction transmédia. Avez-vous déjà vu ça? Non. Eh bien, voici Émilie. Autour d'Émilie, il y a 4 gars. Il y a son chum, Bruno, son ex, Jeff, son premier amour, Patrick, et son faux ami, Mathieu. Et s'ils s'aiment pas beaucoup entre eux, c'est parce qu'ils aiment tous Émilie. Ah non, ça va être la guerre. C'est 4 gars. Et la guerre, elle va commencer sur Internet. Hey, c'est Émilie, ça, hein? Et vous allez y prendre part. Oh, que oui! Donnez-moi votre courriel, je vais vous montrer quelque chose de surprenant sur sa blonde Mylène. Alors vous allez plus à partir. Recevoir des courriels, des vidéos, voir des sites cochons. Je veux le choix pour toi. Lingerie ou vinyle? Passer des coups de fil. Ils vont même vous appeler au téléphone. C'est pas un hasard si les acteurs ont toujours des téléphones intelligents. Enfin, presque toujours. C'est pour vous permettre de les découvrir dans des courts-métrages interactifs. Allô? Ah tiens, justement. Oui, allô, Émilie? J'entends bien. Je suis un petit peu occupé, là, je t'en rappelle. Sinon, dans Émilie, il y a aussi beaucoup de stars québécoises qui ont joué un peu à Hollywood, comme Emmanuel Bilodeau, Yves Jacques, Isabelle Blake. Il y a aussi Didier Lucien, Pascal Bussière et Jacques Leroux qui se passe de vêtements. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? N'oublions pas Leonardo DiCaprio. En tout cas, il y a sa photo. Et même Angelina Jolie. Enfin, elle arrive. Ou pas. Non, c'est pas vrai. Émilie, c'est aussi un vrai film avec tous les ingrédients. Des cascades. Du sexe. J'adore ça. De la bagarre. Du sang. Des larmes. Des courses-poursuites. De l'exotisme. De la romance. Donc voilà, Émilie, c'est d'abord des courts-métrages qui commencent sur Internet et dans lesquels vous interagissez avec les personnages. Et c'est aussi un film qui va sortir en salle au cinéma. On s'aime, on respecte. Alors là, il n'y aura plus d'interaction. Vous vous taisez. Le film est déjà tourné. Il est très bon, là. Et là, on éteint son téléphone, OK? On est prêt là. C'est très bon. Donc voilà, je vous incite à aller voir le film. Bon, alors, donc on parle dans ces cas-là de transmédia d'accompagnement parce que ça va accompagner la sortie d'un film, mais l'ambition est quand même assez importante et donc moi je considère qu'on peut parler de fiction interactive à partir, sachant que ces épisodes interactifs sont le préquel de l'histoire qui va suivre. Donc l'histoire est atomisée donc, sur le web, sur le mobile, qui sera le support d'interaction, et au cinéma. Et donc la place du spectateur, qui est donc une question fondamentale pour ces écritures, la place du spectateur, elle est dans l'incarnation, dans le cadre de la web-série, elle est dans l'incarnation des prétendants successifs. Donc le genre, on en a parlé. On est plus, donc, dans le cadre des interactive movies, on est plus sur la narration que sur le gameplay, c'est-à-dire sur les mécaniques de jeu. Les mécaniques de jeu sont moins importantes dans l'expérience de l'utilisateur que l'histoire, mais ça en fait pas moins une histoire immersive. Alors l'originalité de ce programme, je vais vous le montrer avec des petites vidéos. Enfin, je vais essayer de le faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc je vous incite vraiment à expérimenter le programme, hein. Donc, ce sera mieux. L'originalité du programme, c'est que on a des dispositifs de synchronisation entre le web et le mobile, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder la série, vous appelez, on vous communique un numéro de téléphone, vous appelez ce numéro de téléphone et la série se déroule en même temps que vous l'appelez. C'est donc CRM, juste pour l'acronyme, c'est Customer Relation Management, c'est-à-dire les logiciels de gestion de la relation client, c'est-à-dire tout ce qui permet en back-office, donc à l'arrière de la machine, de gérer les interactions avec le public. Ce qui permet donc, dans ce cadre-là, d'avoir un phénomène d'immersion et d'amusement très fort.
ça c'est la une du site. Juste des petits exemples d'interaction avant que je vous les montre. D'abord, une précision sur l'interaction, c'est que le design de l'expérience utilisateur est très simple, c'est-à-dire que ce que vous avez à faire, vous le comprenez très facilement, tout de suite. C'est-à-dire que quand par exemple un personnage de fiction comme celui-là vous montre ce petit carnet, vous comprenez tout de suite qu'il faut composer un numéro de téléphone. C'est assez simple. Voilà, et donc les supports d'interaction seront le téléphone avec la voix et les SMS, les mails, des petits jeux point and click, c'est-à-dire de manipulation au clic, et donc des incitations à l'action pour le spectateur qui sont très simples. Là par exemple, vous avez un cas. Vous devez choisir un texte de lettre d'amour à envoyer à Émilie. Il est en train de les dire et vous avez juste à dire oui, non, avec des mouvements qui sont très simples. Là, de la même manière, il a envie de vous envoyer une vidéo, il vient de tourner une vidéo où il a pris par surprise un des prétendants d'Émilie embrasser Émilie, et donc il veut l'envoyer à Bruno, et il veut vous la faire passer aussi. Donc il vous demande votre courriel, votre mail, et dans les 2 ou 3 minutes qui suivent, vous recevez un mail avec effectivement ce lien vers la vidéo en question. Ce qui fait que ces phénomènes d'interaction avec la fiction vous permettent de vous plonger dedans. Là par exemple, encore un cas de signal à l'écran, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche, en fait c'est Jeff, le jeune homme qui est sur la droite, qui voudrait s'échapper de cette réunion et qui donc vous demande de jouer le jeu, de l'appeler pour prétexter qu'il a un rendez-vous ailleurs. Je vous montre la vidéo. C'est où ? Bon, je vous le dis en même temps. Je vous le joue. Donc là, on est dans la vidéo. Il n'a pas envie de se retrouver ici, etc. Il s'ennuie. C'est dommage, on n'entend pas grand-chose. Là, tu coupes. Bon, en fait, il s'adresse directement à vous, c'est-à-dire il vous regarde face caméra. Il est donc dans cette réunion où il s'ennuie. C'est vraiment dommage parce qu'avec le coup de téléphone... Le haut-parleur est coupé là. Donc là, il vient se rasseoir, il y a le numéro qui s'affiche, et lorsque vous l'appelez, appelle-moi. Là, donc, vous l'avez appelé, voilà. Et là, c'est en synchro-diff, donc vous êtes en train de parler au téléphone, et vous l'entendez parler. Donc ça, c'est possible avec justement ces logiciels de CRM. Si vous avez vraiment l'impression de parler à cet acteur de fiction. Alors on sait tous que évidemment c'est fictif, mais malgré tout, cette interaction est un support émotif qui marche même si vous pensez que c'est fictif, c'est-à-dire que vous plongez quand même dans la fiction. Et donc là, il est en train de raconter qu'il y a Léo DiCaprio qui est en train de lui parler au téléphone, et que donc il a rendez-vous avec lui et qu'il ne peut pas emmener tout le groupe évidemment, parce que Léo, il se voit un peu en cercle restreint. Bon, je vais vous passer, parce que comme on n'a pas le... Je vous invite vraiment... Ah, on avait le son ? Bon, il s'en va. Voilà. Voilà. Alors, donc vous pourrez, donc, je vous invite à aller voir le site. Donc la production, et au dessous, tac. C'est Attraction Image, donc au Canada. C'est un programme qui a été fait avec le soutien du FMC, qui est donc le fonds de soutien canadien, et de Radio-Canada.
n'y a pas de géoblocage, c'est-à-dire que le programme peut être vu en dehors du Canada, et ça c'est très intéressant, notamment dans le cadre de la sortie d'un film salle, parce que d'une certaine manière, pour un producteur, ça permet d'identifier les territoires sur lesquels ce programme peut être distribué. C'est toujours intéressant de le savoir. Donc, pas de géoblocage. Pas de géoblocage grâce à la solution technique qui a été développée. C'est une solution technique qui réserve notamment des numéros de téléphone partout, alors pas partout dans le monde, mais en tout cas aux États-Unis, au Canada et en Europe, ce qui permet à ces territoires d'expérimenter le programme. Alors en conclusion, et je passerai la parole à Ariane, donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce programme, c'est que l'immersion est assez réussie. L'IHM, c'est-à-dire l'interface homme-machine, donc tout ce qui relève du design d'expérience autour de ce programme, est assez intéressante, et notamment grâce à... je suis désolé pour les acronymes, hein, donc oubliez les acronymes, notamment grâce à ces dispositifs de synchrodiffusion. Bon, après, il y a évidemment des critiques qu'on peut formuler. Les web épisodes sont un peu indépendants, ce qui fait qu'il n'y a pas de relance entre les épisodes. On aurait bien aimé qu'on soit un peu entraîné pour aller voir la suite. Il y a beaucoup de problèmes techniques. Donc, quand vous expérimenterez le programme, soyez assez patient, c'est long à charger. Il y a quelques bugs, etc. Mais l'expérience en vaut la peine, donc allez-y. Enfin, c'est vrai que pour le grand public, c'est assez rédhibitoire. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait essayer le site à ma femme hier et qu'elle a immédiatement quitté parce qu'en 2 secondes, ça ne marchait pas. Et donc, et un autre argument dont on peut parler, c'est que la profondeur de l'univers, c'est-à-dire tout le narratif, n'est pas très développé. Il y a quelques sites périphériques, mais on sent bien que c'est une fiction qui a ses limites. Et voilà. Donc ça aurait pu gagner à être développé davantage. Mais en tout cas, c'est un très bel exemple d'interaction. Voilà pour ce premier cas. Émilie. Et donc, comment ? C'est emily.radio-canada.ca. Et donc le deuxième exemple dont on va vous parler, c'est le programme de Spiral. Et je passe la parole à Oriane pour ça. Bonjour. Donc The Spiral est une série qu'on appelle, enfin que l'équipe a appelée transeuropéenne, puisqu'elle était à la fois transmédia et européenne. On va détailler un peu ça, qui a été diffusée donc dans plus de 9 pays européens en septembre dernier, et qui est aussi décrit rapidement, avant de vous montrer une vidéo qui va vous résumer le pitch, l'intrigue principale, qui est décrit par ses créateurs comme un thriller artistique. Donc le principe de départ est très simple. 6 artistes menés par le activiste Arturo, donc une sorte de moitié Banksy, moitié Arsène Lupin, décident de voler 6 tableaux européens dans 6 musées, 6 tableaux de maîtres dans 6 musées européens simultanément. Tout va bien. J'avais des vidéos qui marchaient. Six pieces of art. 6 museums. 6 countries. And we're going to steal. On va faire ça à la main. Donc, parmi ces tableaux, certains plus ou moins connus uniquement dans leur pays, puisqu'on connaît le buste de femme de Picasso, à côté autoportrait à main de squelette de Munch, et en dessous, juste en dessous, au milieu, autoportrait de Rubens.
Le dispositif autour de ça, c'est une série de 5 x 45 minutes qui a été diffusée chez nous sur Arte le lundi soir, donc du 2 au 30 septembre, si je me souviens bien. À côté de ça, un site web, thespiral.eu. Dans chaque pays, des blogs qui faisaient office de relais sur les sites des diffuseurs et dans la langue locale. Et au final, un événement réel. Je vais revenir sur tout ça ensuite, plateforme par plateforme. Mais voilà l'ensemble du dispositif. Le point d'entrée, donc c'est encore un jargon du transmédia, le rabbit hole, donc le trou de lapin par lequel on rentre finalement dans l'histoire. C'était dans différents pays, en tout cas Arte qui a notamment plutôt bien joué le jeu, compte tenu de sa participation un peu tardive. Ça marche toujours pas, les vidéos intégrées, c'est pas grave. Donc en utilisant les codes de son JT. C'est le casse du siècle. 6 chefs-d'œuvre de la peinture viennent d'être dérobés simultanément dans 6 grands musées européens. Des pièces inestimables de Rubens, Munch ou Picasso. Une opération commando apparemment parfaitement préparée. Et détail troublant, tous ces vols sont signés par une mystérieuse spirale. Une spirale laissée à l'emplacement des tableaux. Alors, cambriolage, acte terroriste? Pour l'heure, aucune hypothèse n'est écartée. Plus de détails dans nos prochaines éditions et sur notre site internet. Voilà, donc on a vraiment tous les ingrédients, le résumé de l'histoire, une apparence de réel. Et si vous cherchez un peu, je pense que vous n'aurez jamais vu ce présentateur sur l'antenne d'Arte, parce qu'il s'agissait quand même d'un acteur. Donc le réel est joué jusqu'à un certain point seulement. Et ensuite, à la fin de la vidéo, le rebond vers le site internet d'Arte, qui lui-même vous enverra vers le site thespiral.eu. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une coproduction européenne dès le départ. Donc, son créateur, que j'aurais dû évidemment préciser avant, qui s'appelle Pieter de Maagd, est flamand. Et donc, c'est la chaîne, donc sa boîte de production Potemkino, et le projet était coproduit par Caviar Film, sont allés voir dès le départ la chaîne flamande VRT, qui s'est associée immédiatement, compte tenu de l'ampleur du projet, à la chaîne SVT en Suède. Les coproductions, les deux premières, sur la première ligne, c'est en fait les 4 chaînes coproductrices. Donc la Norvège et le Pays-Bas sont venus les rejoindre. Et ensuite, en tant que diffuseur, donc en pré-achat, il y a eu TV3 du Danemark et ILE en Finlande. Et Arte est arrivé la dernière. Donc le tournage était passé, enfin, avait commencé. Et ce qui explique aussi qu'il n'y a pas de musée français ou allemand dans l'histoire et pas de personnages. Puisque chaque artiste, chacun des 6 héros qui volent les 6 tableaux sont un peu issus de chaque pays représenté, évidemment. Et la France est le seul la France et l'Allemagne sont les seuls à ne pas l'avoir été. Donc ce qui explique la moindre implication d'Arte dans l'histoire. Chose aussi à noter, c'est qu'il s'agit uniquement de chaînes publiques. Donc c'est une vraie coproduction européenne publique au sens du terme, et ça a aussi des implications sur le symbolisme qu'on verra ensuite. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du blog sur Arte. Il y avait effectivement des contenus adaptés à chaque pays, faisant office de relais local, qui étaient incarnés à chaque fois par des personnages aussi menant l'enquête. En France, c'était Jean-Baptiste Dumont, blogueur, qui avait rencontré les artistes, soi-disant, si je vous raconte le storytelling, avait rencontré l'été dernier les habitants de la Warehouse, donc c'était à Copenhague, une espèce de art factory un peu à la Warhol. Je pense que Warhol était une inspiration assez claire pour les créateurs. Donc a rencontré les artistes, a fait certaines performances happening avec eux, et ensuite raconte ce qui arrive à eux quand la police débarque dans la warehouse pour mener l'enquête sur le vol des tableaux. Donc on est vraiment impliqué avec lui. Il est français, donc il y a la barrière de la langue qui est levée par ce biais-là, et il raconte tous les jours. Il a aussi un vidéoblog sur YouTube, et il y a une 40aine de vidéos encore accessibles sur YouTube, sur son compte, et évidemment sur celui d'Arte.
Il y a certains musées, dans les 6 musées cités, donc il y en a certains qui ont joué le jeu, notamment la maison de Rubens à Anvers et le musée des Beaux-Arts de Stockholm, qui ont vraiment, pendant la durée du jeu, enlevé les tableaux, décroché les tableaux des murs. Je ne sais pas si j'y étais pas, mais je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à mettre la petite spirale dont il est question, le symbole des voleurs. Mais en tout cas, ils ont joué le jeu et on verra à la fin que dans l'événement final, qu'il y a aussi une mise en scène autour de la restitution des tableaux, avec un représentant de chaque musée qui serre solennellement la main des joueurs qui ont réussi à remettre les tableaux, la copie des tableaux, on aura compris. Avec toutes ces chaînes, évidemment, ça a été plutôt financé par médias et autres fonds européens. Budget de 6 millions d'euros donc, pour les 5 épisodes et le dispositif. Et Peter de Magd donc, dit que 10%, donc soit 600 000 euros pour les gens qui auraient un petit peu de mal avec les fractions ce matin, donc ont été alloués à la partie en ligne. Bon, je vais évidemment vous détailler la suite juste après. Ce qui est intéressant dans la production, c'est la synchronisation web antenne. Alors on n'est pas comme dans Emily avec une synchronisation directe de son téléphone ou même de ce qui se passe à la télé et de sa tablette. Par contre, donc je ne parle pas de synchronisation directe là, mais en tout cas d'une cohésion et d'intégration des contributions des internautes dans les épisodes suivants. Je vais vous montrer tout de suite un exemple, ce qui sera plus parlant. To improve their chances of finding the paintings, various challenges were issued to the audience. Some of these images were even incorporated directly into the TV series. It's unbelievable. 68 people already made a Montreal sandwich. Seriously? People are actually doing this? Yeah, over 90,000 hits already. Voilà, donc le site The Spiral en fait est vraiment intégré dans la fiction puisqu'il est codé par le hacker que vous venez de voir, qui est artiste et hacker, c'est assez pratique pour ce genre de fiction. Donc, qui est à l'écran là, c'est Malevich, et qui a créé le site pour en fait créer une œuvre collaborative artistique autour de leur projet, qui est en fait un projet artistique de voler les œuvres. On le découvre assez rapidement. Et donc là, c'était un extrait que je vous ai montré du 2e épisode, donc diffusé le 9 septembre, et qui intègre une photo d'un sandwich à la Mondrian uploadé par un internaute qui avait été uploadé le 29 août. Donc un laps de temps assez réduit qui va encore se réduire à la fin, on va le voir. Interagir maintenant. Vous l'avez compris, la plateforme principale c'était thespiral.eu. C'est là qu'il y avait une quête où il fallait retrouver les tableaux à travers différents challenges créatifs. Je vais y revenir. Avant ça, je voulais attirer votre attention sur l'utilisation du LARP. Donc LARP, c'est Live Action Role Playing. Je ne suis pas spécialiste, je crois que Michel est beaucoup plus spécialiste que moi, mais c'est équivalent d'un jeu de rôle grandeur nature, pour être simple, et qui est assez en vogue dans les pays nordiques. Et en fait, donc au début de l'année 2012, un LARP avait été organisé dans l'univers artistique de la Warehouse de Copenhague. Donc il y a eu à peu près 400 participants qui sont venus faire des performances artistiques, créées en fait sous l'œil des caméras de la série pendant 3 jours. Et ces images ont été intégrées et c'est dans la série. Notamment quand la police arrive dans la warehouse, on le voit dans certains épisodes 2 ou 3 si je me souviens bien, et surtout dans le générique. Si vous avez vu la série, vous vous souvenez d'un générique un peu plus artistique avec plein d'images d'ambiance où on voit les acteurs de la série mais au milieu de plein d'autres choses, de performances artistiques, dans un espèce de squat underground. Et ben ça a été vraiment filmé dans le cadre d'un LARP. Donc c'était une exploitation assez intéressante dans le cadre finalement d'un projet artistique. Le site, on y vient enfin. Et là aussi, je vais vous montrer une vidéo. Donc c'est des études de cas qu'on peut retrouver facilement en ligne, que j'ai coupées parce qu'il y a des choses assez longues. We have stolen the 6 paintings. We activate old art to create new art. We have hidden the paintings in the spiral.eu. Find the paintings, but they are on the move. Click the map and try to pinpoint the exact location. But clicking the map costs credits.
Play the games and take on challenges to earn credits and improve your chances. This massive search will shape the spiral into the most valuable work of art. You have till the 28th of September, when the spiral is revealed in front of the European Parliament at 9 p.m. Everyone is an artist. The search is on. Donc 3 choses dans cette petite démonstration. La première, c'est la quête qui est assez claire, la quête globale de l'internaute, c'est de retrouver les 6 tableaux. Pour ça, il dispose de l'interface qui a été donc programmée par le personnage Malevich. Chacun des tableaux en fait a été volé et ensuite envoyé aléatoirement par la poste dans l'Europe tout entière. Et évidemment, chaque tableau a une puce RFID permettant de géolocaliser le paquet. Vous l'avez vu, vous avez une carte d'Europe donc noire pour l'instant. En cliquant un peu n'importe où, vous vous rendez compte qu'il y a des espèces de radars qui vous montrent des distances de là où est censé se trouver le tableau. Que vous perdez des crédits rapidement à chaque fois que vous faites ça. Et que pour gagner des crédits, donc très simple, il faut résoudre des challenges. Donc il y a des challenges de la semaine. L'équipe, en fait, la production a séparé challenge indoor et outdoor, donc les choses que vous pouviez faire devant votre écran chez vous à la maison, et les choses pour lesquelles il fallait se déplacer, étant donné que vous savez, dans l'engagement de l'audience, les actions pour lesquelles il fallait se déplacer et tracer une spirale à la craie dehors, ou il fallait laisser un portefeuille dans la rue et voir ce qui arrivait, et filmer, et voir ce qui se passait avec les gens qui passaient devant. Voilà, ça vous ramenait évidemment beaucoup plus de points que s'il fallait juste faire une photo de vous devant votre webcam. Donc il y avait aussi d'autres challenges plus ou moins créatifs. Refaire son autoportrait à la courbée.